7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, qui n'a pas pris son rendez-vous sur Doctolib, la plateforme numérique des rendez-vous médicaux et maintenant aussi vaccinaux depuis le début de la crise sanitaire? Cette start-up franco-allemande née en 2013 a pris une position grandissante, pour ne pas dire hégémonique, sur le marché de la santé numérique. Elle dispose aujourd'hui de millions de données plutôt sensibles, car relatives à notre santé. Faut-il s'en inquiéter? Bonjour Nathalie Martial-Braz. Bonjour. Vous êtes professeure de droit du numérique à l'Université de Paris et co-directrice du master droit de la protection des données. Y a-t-il avec Doctolib un danger particulier, sachant que 90% de l'accès aux centres de vaccination passe par ce service? Il faut probablement revenir sur la manière dont la crise sanitaire a rendu ce service pratiquement incontournable. Oui, c'est vrai qu'il y a un Doctolib avant la crise et un Doctolib après la crise. Avant la crise, c'était un système de réservation extrêmement pratique, mais qui restait un système de réservation qui collectait des données personnelles, dont on pouvait parfois se demander s'il s'agissait aussi de données de santé, impliquant un régime un peu particulier. Mais c'était essentiellement un service de prise de rendez-vous. Depuis la crise, et notamment depuis la multiplication des téléconsultations qu'ils ont rendu possible, il faut aussi leur rendre grâce pour les services rendus pendant la première crise sanitaire, eh bien, ils ont développé les systèmes de téléconsultation, générant davantage de données à caractère personnel sensibles, comme vous le disiez à l'instant, des données de santé qui, par conséquent, vont avoir une incidence plus grave pour la population. Sensible, j'ai dit effectivement sensible, mais c'est à vous, Nathalie Martial-Braz, d'expliquer, en tant que professeure de droit du numérique, pourquoi les données de santé sont plus sensibles que d'autres données qui sont collectées par différents sites. Alors, elles sont plus sensibles parce qu'elles génèrent un risque accru sur la propriété de l'individu, sur sa vie privée, très concrètement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut les protéger davantage. Alors, que dire une donnée sensible? C'est avant tout une donnée qui est soumise à un régime particulier, qui n'est pas le même que les données à caractère personnel, dont on va dire qu'elles sont soumises à un régime de droit commun. Les données de santé, elles vont avoir une base de traitement différente. Pour vous donner qu'un seul exemple, si vous traitez des données à caractère personnel sur le fondement du consentement, eh bien, quand il va s'agir de données de santé, il va falloir recueillir un consentement explicite. Donc l'idée, c'est que comme il y a plus de prise de risque pour la vie privée de l'individu, il faut renforcer les règles pour que chacun puisse se sentir plus protégé du fait du caractère sensible de ces données. Donc Doctolib collecte ces deux types de données, à la fois des données à caractère personnel, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, mais a aussi des informations qui peuvent être des données de santé, type votre poids, type désormais, et c'est ça aussi l'importance, les ordonnances qui sont faites par votre médecin, les radios que vous allez envoyer en amont pour pouvoir préparer la consultation, donc un certain nombre d'informations qui sont purement et simplement des données de santé. Alors, il y a eu toute une question autour de la vaccination, puisque c'est ça aujourd'hui qui fait très peur, de savoir finalement comment devait être qualifiée la prise de rendez-vous de vaccination Covid. Est-ce que c'est de la donnée à caractère personnel ou est-ce que c'est de la donnée de santé? Le Conseil d'État s'est réuni parce qu'il a été saisi en référé il y a très peu de temps, en février, et s'est prononcé en mars pour dire que ces données de vaccination n'étaient pas des données de santé. Même si on peut effectivement Alors, croiser... qu'est-ce que ça change? Parce qu'il faut nous expliquer, Nathalie Martial-Braz, en fonction donc, de ce que l'on considère pour ces données-là, qu'est-ce que ça va avoir comme incidence? Alors, le fait de considérer qu'il s'agisse ou non de données de santé, ça va avoir une incidence sur l'ensemble du régime juridique qui va s'appliquer et notamment des droits des individus. Quand on est sur des données à caractère personnel, en Europe et depuis le RGPD, on est déjà protégé. Quand il s'agit de données de santé, les règles sont renforcées. Donc, par principe, on ne peut pas traiter des données de santé, sauf exception. Ce qui est une différence majeure, très juridique, mais par rapport aux données personnelles qui sont traitées sans difficulté dès lors que le régime juridique est existant. Donc, elles ne peuvent être traitées que par exception, dans un cadre réglementaire beaucoup plus strict. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait cette différence-là. Après, dans le cadre de Doctolib, on peut présumer qu'il respecte, et d'ailleurs il communique sur ce fait-là, qu'il respecte l'ensemble des règles qui leur sont applicables. C'est plutôt à espérer. Et c'est plutôt à espérer. Et de toute façon, on a un gendarme de la protection des données qui est efficace en France et en Europe, puisqu'encore une fois, la France s'inscrit dans un règlement européen et dans un réseau d'autorités de régulation européenne. Et donc, ce contrôle est exercé et jusqu'à présent, on peut supposer que les données de
santé sont traitées correctement. Ce qui fait peur avec Doctolib, c'est tout simplement que ces données, elles sont hébergées quelque part. Parce que Doctolib traite ces données, ça, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est que toutes les données, elles reposent quelque part, et c'est évidemment l'hébergement de ces données qui inquiète, parce qu'ils en ont beaucoup. Donc c'est à la fois la nature sensible de la donnée et le volume de ces données, avec une très très grande partie de la population qui va être concernée par le risque par rapport à sa vie privée. Et alors justement, Nathalie Martial-Braz, à l'adresse d'un hacker, d'un pirate éventuel, est-ce qu'il est plus grave de piller des données de santé ou des données personnelles ? Alors, pour le hacker, c'est pas plus grave, c'est plus rentable en réalité. Donc les données de santé sont des données qui sont très valorisées, notamment. Auprès de qui ? Alors elles sont valorisées sur ce qu'on appelle le black market, hein, donc ça évidemment c'est totalement frauduleux, mais elles peuvent être aussi valorisées par des entreprises qui ont pignon sur rue, des assureurs qui vont pouvoir beaucoup plus facilement profiler, tout simplement, qui peuvent racheter évidemment des informations. Alors tout ça, encore une fois, est encadré, mais c'est vrai que la donnée... Est-ce que c'est puni plus sévèrement ? La donnée de santé, si elle est... Il n'y a pas de punition différente. Le RGPD prévoit une punition pour le non-respect de l'ensemble des règles. Simplement, évidemment, la sensibilité de la donnée est prise en compte par la CNIL au moment de mettre la sanction. Doctolib utilise le cloud, le nuage d'Amazon, là où sont stockées les données, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'Amazon, ça n'est pas seulement donc un service de livraison de produits, c'est aussi du cloud, du stockage de données. Ça, c'est quand même particulier. Alors ça, c'est particulier et précisément, c'est un peu ça qui inquiète. En tout cas, c'est ça qui a fait l'objet du référé du mois de mars. C'est tout simplement le fait que toutes les données sont hébergées dans ce cloud, que Amazon, on le sait, est une société américaine et que normalement, en Europe, on a une garantie comme une espèce de bouclier en fait, qui permet de garantir aux citoyens européens que les données ne sortent pas du territoire européen. Et quand on est sur le territoire européen, il doit y avoir une protection harmonisée ou en tout cas homogène au sein des différents États de l'Union européenne. Simplement, Amazon nous garantit que nos données restent physiquement sur le territoire européen, donc elles sont dans un data center en Europe. Mais la difficulté, c'est que comme toute entreprise américaine, elle peut être soumise à des injonctions du pouvoir américain. Et c'est ça qui inquiète, puisque depuis l'été, le bouclier juridique qui existait notamment à l'égard des États-Unis a été annulé par la Cour de justice. Ça ne serait pas plus logique, au vu de tous ces problèmes, Nathalie Martial-Braz, et en conclusion, que Doctolib, je ne sais pas, soit repris par une structure publique, par exemple ? Alors, deux choses. Déjà, l'État participe à Doctolib, ça c'est le premier point. Et puis, il faut à une participation en fait dans l'entreprise. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que la protection des données, c'est pas simplement une protection contre les acteurs privés. Si on se rappelle des origines de la loi informatique et liberté, elle a été faite pour se prémunir de l'État et des risques qui avaient été liés au fichage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'État n'est pas une garantie, et j'en terminerai par là, l'État n'est d'autant moins une garantie que il est exposé aux mêmes craintes et aux mêmes critiques grâce au cloud de Microsoft sur lequel est hébergé le Health Data Hub, qui est public. Nathalie Martial-Braz, vous êtes professeure de droit du numérique à l'Université de Paris et vous êtes co-directrice du master droit de la protection des données.